Donc, bienvenue à tous à cette nouvelle rencontre du Centre international Jean Racine. Comme par le passé, on a une autrice aujourd'hui qui vient nous parler d'un nouvel ouvrage qui parle en grande partie de Racine. Et donc, on est très heureux d'accueillir Marie Dorioncourt qui répond en fait par cet ouvrage sur lequel on reviendra dans un instant, un peu aux trois piliers, aux trois vocations du centre, qui sont à la fois l'enseignement, hein, la divulgation, l'enseignement secondaire, le travail artistique aussi, la mise en scène, évidemment, avec un ouvrage qui est surtout sur des mises en scène, essentiellement, et puis évidemment la recherche, hein, comme troisième pilier, autour toujours de la figure de Racine. Donc on est très heureux d'avoir un ouvrage à présenter qui est un ouvrage qui répond en fait, et il n'y en a pas beaucoup, hein, qui répond à aux trois piliers sur lesquels se fonde le centre. Euh, on enregistre donc la séquence hein, pour pouvoir ensuite la diffuser sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Donc le format est toujours le même. Si vous en êtes d'accord, hein, on va procéder maximum 50 minutes, 1 heure pour que ça reste un format acceptable et facilement récupérable par les auditeurs. Donc, je vais vous présenter rapidement, dire quelques mots d'introduction sur l'ouvrage. Puis, je vous laisse la parole. Donc, vous avez une présentation PowerPoint. Donc, je vous laisserai présenter 20-25 minutes. Et puis, je reprendrai la main pour quelques questions, hein. Et puis, on ira jusqu'au bout tant qu'on a le temps. Moi, j'ai toute une batterie de questions, évidemment, après avoir lu votre livre. Et donc, on reviendra sur certains détails. Donc, je vous présente d'abord, donc Marie, vous êtes diplômée d'un double master en latin-français et en musicologie, hein, et c'est important de le préciser parce que et vous êtes agrégé en latin-français à l'université de Louvain. C'est important de préciser tout ça parce qu'effectivement, ça revient hein, dans votre ouvrage, Oui, ces aspects-là de votre formation. Et vous avez soutenu donc la thèse dont est issu cet ouvrage en février 2023, sous la direction concomitante de Sylvie Freyermuth, qui est professeure émérite à l'Université de Luxembourg, et Pierre de Goth, qui est à l'Université de Lorraine. Donc, je me permets de citer, c'est important de le faire, le titre de votre thèse, parce qu'il n'est pas exactement le titre de l'ouvrage, hein. Et donc, on reviendra tout à l'heure sur ce décalage. La thèse s'intitulait donc Figure de l'intime et de l'extime, réflexion autour du jeu de Marina Hans et Eric Ruff face à Phèdre de Jean Racine et à Partage de midi de Paul Claudel. Donc depuis la soutenance, déjà avant la soutenance, vous aviez assuré des enseignements pendant votre doctorat en tant qu'assistante doctorante à l'Université de Luxembourg, mais également l'année dernière à l'Institut catholique de Paris, hein, cette année en fait 2024-2025. oui, Et vous enseignez par ailleurs toujours dans le secondaire en Belgique où vous êtes résidente. Donc vous avez issu de cette thèse et donc est sorti il y a quelques mois, en début d'année, cet ouvrage qui est un long ouvrage, hein, vous pouvez le montrer peut-être si vous en avez une copie avec vous, avec plaisir. euh, qui fait plus de 300 pages avec la bibliographie et qui s'intitule Intime, extime, même combat. Marina Hans et Eric Ruff, dirigé par Patrice Chéreau et par Yves Bonnen. Donc, je commence. Donc, c'est un ouvrage qui, évidemment, s'inscrit dans les études théâtrales, hein, le titre l'indique très bien, avec un intérêt poussé pour le corps, pour la voix, mais aussi pour la musique, la musicalité, l'alexandrin, qui revient d'ailleurs dans les titres de vos deux parties. Euh, On parlera aujourd'hui surtout de Phèdre, évidemment, et Phèdre de Chéreau, qui est vraiment au cœur qui est plus qu'au cœur de votre ouvrage. C'est le point de départ, j'ai envie de dire, hein, Absolument, de oui, votre ouvrage. tout à fait. Mais c'est un livre beaucoup plus vaste, qui part de Phèdre, mais qui finit par englober une très grande partie de la production de Chéreau, finalement, Oui, qui ne se cantonne pas au théâtre, hein, mais qui fait des incursions du côté du cinéma, en suivant Chéreau, de l'opéra, et surtout du théâtre radiophonique, hein, du théâtre, et je reprends cette belle formule que vous citez à un moment donné de votre ouvrage, du théâtre de ceux qui ferment les yeux pour voir, hein. Et c'est oui, effectivement l'idée du théâtre radiophonique. Et je crois que vous y arrivez, mais vous nous l'expliquerez un peu mieux par Eric Ruff et par Marina Hans, encore une fois, hein, parce que tout est lié.
tout à à ces fait. deux acteurs. C'est également un travail qui, évidemment, revient sur les textes, hein, mais surtout sur leur réception, hein, sur leur réception et sur la mise en scène. Il Oui, vous arrive de citer Racine, hein, par moment, assez rare finalement, hein, mais vous citez surtout les metteurs en scène et les acteurs, hein. De longs entretiens avec Eric Ruff en particulier, on reviendra sur ça aussi. Et vous transcrivez, ramenez sous nos yeux toute la richesse de ces échanges. Et vous mettez en musique, hein, vous donnez vraiment la parole très largement, avec beaucoup d'humilité, je trouve, à vos interlocuteurs, hein, en les citant abondamment. Et vraiment, on a l'impression d'être avec eux en vous lisant, hein. Et Eric Ruff en particulier, hein, qui vous a reçu à deux reprises à la Comédie Française pour des entretiens et oui, qui vraiment enrichit, en tous les cas pour moi, ça a été la partie sans doute la plus passionnante qui enrichit d'un point de vue nouveau, parce que c'est des choses qu'il a sans doute déjà dit, mais qu'il redit là de façon très, très convaincante à partir de ça, de ses mises en scène, de sa carrière d'acteur, etc. Donc, tout cela aboutit à un plan qui est complexe, hein, il faut pas avoir peur des mots, qui est complexe, qui navigue entre plusieurs, parce que c'est un plan très riche, qui navigue entre plusieurs pièces, plusieurs auteurs, plusieurs metteurs en scène, plusieurs acteurs, et qui se répartit, mais vous reviendrez dessus, hein, en deux grandes parties. Une première intitulée Corps à corps, palinceste et musicalité de la langue, et une deuxième intitulée Silence en contrepoint et musicalité de la langue, encore une fois, hein. Donc la musicalité de la langue qui est vraiment le fil rouge des deux parties de l'ouvrage. oui. Donc, deux questions pour lancer votre présentation. Vous pouvez y répondre tout de suite ou y répondre en cours de présentation, vous choisissez. Donc, la première porte sur le changement de titre, hein. Entre la thèse et l'ouvrage, il y a des changements. Le titre s'est un peu raccourci tout en restant long. Et donc la question, pourquoi faire disparaître les titres des pièces? Est-ce que c'est l'éditeur qui vous a demandé ça? Est-ce que c'est un choix précis? Donc ça, c'est une première question sur ce décalage-là entre... Évidemment, hein, une thèse n'est pas un livre, ou rarement, et donc c'est normal qu'on fasse des changements. Mais voilà, et s'il y a une explication précise à cela, du marketing ou autre chose, ou peut-être aussi une évolution dans votre pensée depuis la soutenance. Et deuxième question, plus large. Alors, le titre, je reviens sur le titre, parce que le titre est très important parce qu'il dit déjà, il est complexe, mais il est fondamental parce qu'il donne déjà presque tout, hein, de ce qu'il y a dans le livre. Et il fonctionne par couple de deux, si vous me permettez. C'est-à-dire qu'il y a trois couples, hein, deux concepts, intime, extime, deux acteurs, Eric Ruff et Marina Hans, et deux metteurs en scène, hein, Patrice Chéreau et Yves Bonnen. Euh, mais en réalité, j'ai essayé de reconstruire votre cheminement, parce que le chemin qui apparaît, hein, qui transparaît à la lecture, votre cheminement, en fait, part clairement, il ne procède pas comme ça, par couple, mais il navigue entre ces couples, et il crée les couples, finalement. Vous partez, vous le dites très clairement dans la conclusion, hein, vous commencez par une rencontre, qui est une rencontre manquée, une frustration, celle de ne pas avoir vu en live la pièce Phèdre de Patrice Chéreau, hein. Ça, c'est votre point de départ, je crois, de votre démarche. Tout à fait. Oui, Et à partir de cette frustration, mais qui est aussi une fascination, évidemment, oui, vous rencontrez deux acteurs, hein, dans cette mise en scène, le couple Marina Hans qui joue Arissi et Eric Ruff qui joue Hippolyte. Ce couple d'acteurs vous pousse vers une autre pièce, hein, mais vous me corrigerez, hein, si c'est pas comme ça que ça a non, c'est tout fonctionné. à fait ça. C'est tout à fait ça. Ça vous pousse vers une autre pièce qui est Partage de midi de Claudel, et donc vers un autre metteur en scène, Yves Bonnen, qui met en scène Partage de midi quelques années après la Phèdre de Chéreau, et qui pour vous est un disciple de Chéreau. On reviendra sur ça aussi. Donc voilà le cheminement qui se crée progressivement. Voilà, la question, c'est à quel moment s'impose à vous le couple, par contre, de concept intime-extime? Est-ce que c'est quelque chose qui était là dès le début ou c'est quelque chose qui apparaît à la fin? Voilà, comment ça se... Donc voilà, je vous laisse la parole et vous êtes libre de répondre aux des questions sur le titre, soit tout de suite, soit plus tard. Et je vous laisse évidemment mettre votre présentation. Merci beaucoup, Tristan. Alors, je vais tout d'abord me permettre de répondre à vos deux questions avant de présenter ensuite mon exposé avec le support du PowerPoint que je vais partager dans un instant.
Pour répondre à votre première question, pourquoi avoir raccourci le titre, même s'il est toujours long? Euh, c'est parce qu'en fait, j'avais conscience dès le départ que mon titre était trop long. Parce qu'en plus, il ne cadrait pas dans le contrat que j'ai signé à l'Harmattan, parce qu'il était kilométrique. Et je me suis tout de suite dit, il va falloir raccourcir tout en gardant la complexité et en même temps, il faut que ce soit percutant. Donc, c'est pour cela que j'ai gardé effectivement intime slash extime en mettant les préfixes en avant pour vraiment montrer cette relation de miroir, en combat, en conflit permanent. Ça, c'est le titre. Et puis le sous-titre, je l'ai voulu plus court et donc c'est pour cela que j'ai euh, malheureusement, j'ai envie de dire, omis de mentionner les pièces parce que sinon, ça n'aurait pas cadré, je pense, dans le format livresque attendu, en fait. Donc, c'est plus une question de marketing, je pense, tout en, tout en m'écoutant aussi et en me disant que ce titre fort long, comment je peux en garder l'essence tout en le raccourcissant, mais pas trop non plus. Ai-je répondu à votre première question? Oui, il fallait choisir, donc évidemment, il fallait enlever il y avait un couple de trop, on va dire, et donc effectivement, peut-être que les pièces parlaient moins que les metteurs en scène, effectivement. Ok, super. Et la deuxième question, du coup? Oui, la seconde question, en fait, euh, c'est ça s'est imposé à moi au fur et à mesure. Euh, Parce que dès le début du travail, en fait, j'ai eu sous les yeux la thèse de doctorat de Valérie Nativelle et je vais y revenir dans ma présentation d'ailleurs, mais c'est la parfaite transition avec ce qui va suivre. Valérie Nativelle, elle a soutenu une thèse absolument remarquable en 2012 sur la prégnance de l'intime dans les créations artistiques de Patrice Chéreau entre 1980 et 2010. Et en fait, cette thèse, elle m'a accompagnée tout au long de mon cheminement. Et j'ai eu plusieurs rendez-vous au cours de ma thèse, tout au long de la formation doctorale que j'ai suivie aussi, notamment des rencontres sous forme de séminaires en ligne avec Julia Gande-Gasquet sur la correspondance d'auteurs et notamment sur les lettres à Isée. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais finalement, l'intime, c'est quelque tu tournes autour en fait depuis le début sans vraiment l'avoir théorisé au départ en tout cas, puisque vous avez très bien compris mon cheminement et effectivement l'intime et l'extime en fait ont toujours été là quelque part. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ma directrice et mon co-directeur de thèse m'ont dit, vous devez trouver un fil rouge, un fil conducteur, des concepts qui vous permettent d'avoir un, un conduit très clair dans votre argumentation, je me suis rendu compte en fait que l'intime et l'extime, en fait, je tournais autour sans être parvenue. À nouveau, la thèse de doctorat de Valérie Nativelle me revienne en mémoire et je me suis dit, en fait, euh, c'est ça. Ça va être ça, mon fil conducteur. L'intime, comment devient-il extime? Comment ça se passe? Euh, Ce transfert-là, ce, cette pièce de monnaie renversée. Euh, Vous pouvez peut-être revenir juste avant de vous lancer, effectivement, sur ces deux notions qui sont peut-être pas immédiatement compréhensibles de tous, parce que Extime, on peut penser à Lacan immédiatement. Moi-même, j'avais commencé à passer. Donc, il faut peut-être repréciser. Reprécisons juste les deux termes pour qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on puisse ensuite Bien sûr, décliner. je compte justement en parler dans le contenu de la présentation, donc je vais peut-être enchaîner, si ça vous Très va. bien, allez-y. Parfait. Donc, rebonjour ou rebonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de m'adresser à vous afin de vous introduire au propos de mon livre paru le 2 janvier 2025 sous l'intitulé Intime, Extime, Même combat. Marina Hans et Eric Ruff, dirigé par Patrice Chéreau et par Yves Bonnem. Cet ouvrage est issu effectivement de ma thèse de doctorat, soutenue avec succès le 16 février 2023 à l'Université du Luxembourg. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier, Tristan, de m'avoir d'une part présenté et de m'avoir posé ces deux questions qui ont lancé ma présentation, et d'autre part de me permettre de m'exprimer face à vous et de vivre ainsi mon 5e événement promotionnel déjà.
En vue de mener cette conférence à bien, je vous propose tout d'abord une vision panoramique de ma démarche scientifique avant d'en venir ensuite à la présentation du contenu de chaque chapitre de ce livre. Tels vont être les deux temps de ma prise de parole. Et pour ce faire, je partage mon écran pour que vous puissiez suivre mon exposé avec le PowerPoint attenant. Parfait, on voit très bien. Allez-y. Première partie donc de mon exposé, panorama des concepts mobilisés. La première phrase, figurant sur la quatrième de couverture du livre, me suffit pour vous expliciter mes intérêts de recherche. Lisons-la ensemble. S'inscrivant dans la perspective des études actorales, cet essai aborde les concepts d'intime et d'extime grâce au jeu scénique et vocal de Marina Hans et Éric Ruff, dans les mises en scène de Patrice Chéreau, de Phèdre, de Jean Racine et d'Yves Bonnen, de Partage de midi, de Paul Claudel. La première chose qui est surlignée en couleur dans cette phrase d'accroche sont les études actorales. Force est de constater que jusqu'à l'orée des années 2000, qui verront éclore les recherches de Sabine Chaus et de Julia Gros de Gasquet sous la supervision du regretté Georges Forestier, le jeu des actrices et des acteurs constituait un angle mort de la recherche en art du spectacle. Or, un texte de théâtre n'est rien sans les comédiennes et les comédiens dirigés et dirigés par des metteurs en scène porteurs d'une vision et d'une lecture singulière des œuvres. Ensuite, l'intime et l'extime. L'un est l'envers, l'avers, le revers et le calque de l'autre. En effet, sur scène, l'intimité des interprètes, autrement dit, ce qui est en eux proprement caché, tapis dans l'ombre, enfoui et refoulé, s'extime et donc s'extériorise dans le but de toucher, d'interpeller, d'interroger et d'émouvoir le public. L'extime est un néologisme créé dans les années 20 et théorisé dans les années 60 par le psychanalyste Jacques Lacan, en opposition et en miroir inverse et contraire de l'intime précisément. Oui, le jeu scénique et vocal. Comprenez là l'actio, l'action théâtrale, l'action au théâtre. Concept rhétorique théorisé dès l'Antiquité et fondamental au XVIIe siècle quand il est question de théâtre, car il renvoie d'une part au corps, à la gestuelle, à la gestique, notion reprise du dictionnaire d'Alain Ray par Gilles de Clercq, président du Centre international Jean Racine. Donc le corps, la gestuelle, la gestique, c'est l'extime de l'interprète. Et d'autre part, l'actio renvoie aussi à la voix, c'est-à-dire à l'intime de l'interprète et à son art de la diction. À l'occasion de la publication de ce livre, j'ai tenu à me référer à cette notion sur les recommandations et les conseils avisés de Julia Gros de Gasquet, que vous voyez à l'écran maintenant et qui a par ailleurs préfacé mon livre, après avoir été membre de mon jury de thèse. J'ai donc ajouté le concept d'actio à ma réflexion afin de l'étoffer et de lui donner davantage de corps, car l'actio a l'avantage de résoudre un débat commun au répertoire racinien et claudélien au théâtre parce qu'ils sont versifiés, c'est-à-dire, faut-il être du côté de la forme sonore ou du sens, du fond, de l'histoire racontée, si chère à Patrice Chéreau? Faut-il être du côté de la poésie ou de la poétique? Faut-il privilégier la langue plutôt que le corps, la voix plutôt que le geste? Force est de constater que les metteurs en scène vont forcément choisir l'un ou l'autre versant quand il va s'agir pour les interprètes d'osciller entre ces différents pôles. L'étude que j'ai menée de concert avec un collègue musicien de la diction des années 40 sous la direction de Jean-Louis Barrault aux années 2000 sous la supervision de Patrice Chéreau et d'Yves Bonnen démontre cet art de fil de ferriste consistant justement à allier son et sens parce que le fond et la forme ne se contredisent nullement mais se nourrissent et sont complémentaires l'une de l'autre. En l'occurrence, la musicalité de la langue au théâtre dépend de l'interprète et de sa capacité à allier corps et diction. Soit mes propos repris aux pages 299 et 300 de mon livre. La musique verbale s'avère une référence spécifique à la musique.
Il s'agit là proprement de la musicalisation, soit un cas spécial de l'intermédialité, selon Werner Wolf, et un mode mélogène, d'après Frédéric Sounac. En cas de musicalisation, la musique des mots participe à l'art verbal et à la signification de l'œuvre poétique envisagée. En ce sens, il y a lieu de faire l'expérience de la musique à travers le texte, car la musique non seulement devient littérature, mais se transforme aussi en littérature. Ainsi, structure musicale et littéraire éclairent de concert le sens. De facto, la musicalisation rend possible en littérature ce qu'il est en musique. D'après la terminologie élaborée par Werner Wolf, la musicalisation se situe entre un rapport overt, donc direct, et covert, indirect, c'est-à-dire que la forme overt se cache sous la forme covert, car la musique se révèle perceptible grâce au médium verbal. Il existe ainsi l'idée de la musique. Le verbe cherche donc à imiter la musique et à faire comme si c'était de la musique par évocation et par effet de citation et d'association. Fin de cette longue citation, puisque j'en viens maintenant, enfin, à Marina Hans et Eric Ruff dans les mises en scène de Patrice Chéreau, de Phèdre de Jean Racine et d'Yves Bonnen, de Partage de Midi de Paul Claudel. Ce couple scénique constitue, vous l'aurez compris, la pierre angulaire de ma réflexion. Par conséquent, j'ai eu à cœur de considérer leur double collaboration théâtrale comme un palimpseste. C'est bien parce qu'on avait déjà joué des amants que cela était possible, m'a confié Éric Ruff lors de notre second entretien en face à face dans son bureau d'administrateur général de la Comédie Française, qu'il occupe encore durant 4 mois. J'en viens à la seconde partie de cet exposé, le contenu spécifique à chaque chapitre livresque, soit le schéma triangulaire suivant, réalisé de concert avec un collègue musicien. En vue de vous commenter ce schéma, je souhaiterais reprendre les explications fournies en introduction à la page 20 de mon livre. Voyons ensemble. Si Patrice Chéreau occupe le sommet du triangle, constitué par la gestique, la musicalité et la diction, c'est qu'il apparaît comme la figure cardinale grâce à laquelle tout advient. En souhaitant que l'intime devienne extime, il propose une expérience aux acteurs résidant au cœur de son geste artistique. Marina Hans et Eric Ruff paraissent la pierre angulaire de ce dispositif car ils demeurent le liant entre Phèdre et Partage de Midi. Si Phèdre apparaît à gauche du triangle, c'est que ce spectacle annonce Partage de Midi situé à droite et non pas l'inverse. La seconde création dépend intégralement de la première au point d'en constituer l'excroissance. C'est la raison pour laquelle Yves Bonnen se situe au milieu du cercle central inclus dans le triangle à la croisée de Phèdre et de Partage de Midi. De fait, Yves Bonnen a tout d'abord été assistant et doublure de Patrice Chéreau avant d'admirer ensuite Marina Hans et Eric Ruff sous les traits d'Hippolyte et Aricine dans la mise en scène chéraldienne de Phèdre. C'est ainsi que l'idée lui est venue de monter le drame claudélien avec ces deux comédiens. De surcroît, la tradition des mises en scène raciniennes oscille entre les questions de musicalité et de gestique, à l'instar du théâtre claudélien aux prises avec la diction et la gestique. C'est pourquoi Jean Racine et Paul Claudel se situent à l'extérieur du triangle, car ces deux dramaturges préexistent à la lecture et à la vision des metteurs en scène, confrontés avec ces deux répertoires aux questions de musicalité, de gestique et de diction. Fin de cette longue citation. Figure théâtrale émergente dans les années 1960, Patrice Chéreau a mis au jour, dès ses premières créations au lycée Louis-le-Grand à Paris, au théâtre Gérard Philippe à Sartrouville et au Piccolo Teatro di Milano, une problématique de la subjectivité, comme le souligne Anne-Françoise Benamou dans un de ses articles consacrés à l'œuvre de Patrice Chéreau. C'est précisément ce que j'ai traité dans le premier chapitre de mon livre, car cela s'avère un terrain et un terreau particulièrement fertile pour l'intime. Patrice Chéreau en est ainsi venu à l'expressivité d'une intériorité confrontée à l'altérité, pour reprendre les termes employés par Valérie Nativelle dans sa thèse de doctorat. Les textes que Patrice Chéreau choisit de mettre en scène traitent toujours d'un sujet humain, d'un moi et d'une subjectivité marginale en lutte et en crise avec la société.
L'intime s'affirme là par deux biais, c'est-à-dire l'intellectuel aux prises avec ses idéaux militants et politiques, et l'individu soumis à ses désirs, au premier rang desquels l'amour. Cette double perspective permet à l'artiste de lier l'intime et le politique et de faire dialoguer le microcosme du théâtre du moi avec le macrocosme du théâtre du monde, pour paraphraser Jean-Pierre Sarrazac dans son célèbre essai Théâtre du moi, théâtre du monde. C'est pourquoi, dans un deuxième chapitre, j'ai envisagé l'idée selon laquelle le huis clos secret des répétitions permettait à Patrice Chéreau de chercher, voire de rechercher, chez les acteurs leur intimité, en vue de l'extérioriser au mieux et de raconter des histoires avec eux à destination d'un public. Propre à ce rapport érotique avec les acteurs lors des répétitions, la force centrifuge qu'utilise Patrice Chéreau n'a qu'une visée, celle de raconter des histoires. Autrement dit, faire partager au gré de récits initiatiques lors des représentations l'expérience du réel et rendre crédible ce qu'il a envie de voir ou les gens dont il désire percer le secret. En effet, il entend faire sentir dans les êtres ce qu'ils scellent, donc ce qu'ils cachent, et surtout ce qu'ils se dissimulent à eux-mêmes, en creusant des abîmes entre les mots et les corps, en faisant voir le sens caché des images, et en piégeant au cœur même des récits cette part du réel se définissant comme une faille, à savoir le rapport au monde, le sexe et le désir. Dans un troisième chapitre, j'ai comparé le théâtre de Marivaux à celui de Maurice Maeterlinck en tant que confrontation entre l'intime et le langage. Devenue emblématique, la dispute de Marivaux, mise en scène par Patrice Chéreau, a fortement influencé le travail d'Yves Bonnen sur La princesse Malène de Maurice Maeterlinck. Preuve s'il en est qu'Yves Bonnen fait partie des héritiers de Patrice Chéreau. En l'occurrence, la dispute demeure un spectacle charnière pour l'élaboration d'un moi-peau, concept de Didier Angiure, autrement dit, d'une surface d'échange qui permet de donner corps à l'intime et d'accéder à l'intériorité voilée par le langage. J'en suis alors arrivée au cœur du premier volet de ma réflexion, à savoir le quatrième chapitre consacré à Phèdre, vu par Patrice Chéreau, et à Partage de midi selon Yves Bonnet. Pour ce faire, j'ai procédé en deux temps, l'un dédié à Patrice Chéreau, l'autre à Yves Bonnen. Selon Valérie Nativelle, l'esthétique chéraldienne vise une exposition, quitte à côtoyer l'obscène. Lieu où se déploie la sensualité, la peau valorise l'équivocité du désir, autant cou que caresse, autant main que griffe. Carapace, la peau peut s'avérer aussi une interface permettant un échange avec l'autre. Intersection entre le moi et l'autre, elle est lieu de défense et surface d'expression. Les émotions peuvent ainsi se lire sur l'épiderme. Comparable au parchemin d'une individualité qui s'offre au regard du spectateur, la peau est aussi bien un organe protecteur qu'un lieu de monstration. La peau fait donc l'objet d'un paradoxe. Correspond à cela une esthétique des sécrétions, toujours définie par Valérie Nativelle dans sa thèse de doctorat. En effet, le spectateur ne peut qu'être troublé par la visibilité de la sueur, de la salive, des larmes et du sang. Tel est le cas lors de la mort d'Hippolyte dans la mise en scène chéraldienne de Phèdre, ou de l'échange de fluides, comme des crachats et la transpiration, entre Marina Hans et Eric Ruff durant le duo d'amour dans le spectacle d'Yves Bonnen de Partage de midi. Le crachat, la transpiration et le sang, autant d'éléments qui permettent de donner à voir et de représenter le corps comme chair, telle une voie d'accès à une intimité psychique et physique, lieu de combat perpétuel et au caractère proprement violent des sentiments. Afin de le démontrer, je suis passée préalablement par les versions de Patrice Chéreau de Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès et d'Hamlet de William Shakespeare, car sa lecture de Phèdre, annonciatrice de sa vision de l'opéra wagnérien Tristan ou Isolde, est incompréhensible sans ses métalepses et sans ses détours. À terme, j'ai ainsi constaté que Phèdre s'apparentait à la fusion et à l'alliance entre Marivaux, Bernard-Marie Coltès et William Shakespeare dans la lecture qu'offre Patrice Chéreau. En effet, cet artiste estime que Bernard-Marie Coltès convoque non seulement William Shakespeare pour la brutalité et la prolifération de la langue, mais aussi Marivaux pour la ponctuation et la rigueur de la mise en forme textuelle. Dans le même ordre d'idées, le metteur en scène voit Jean Racine comme
étant un auteur coltésien, entend que ce dramaturge est sous-tendu par la sauvagerie propre à William Shakespeare et par Marivaux, qui doit au dramaturge qu'est Jean Racine sa rigueur formelle. D'un point de vue scénographique, le décor bifrontal dont vous avez un aperçu dans la photographie des répétitions du décès d'Hippolyte précisément euh, a été utilisé par Patrice Chéreau pour sa troisième lecture, sa troisième version de la solitude coltésienne. Et ce décor bifrontal va devenir palimpseste à partir du moment où Patrice Chéreau va décider de créer sa mise en scène de fête dans le même espace de tension et de combat sanglant entre un père, Thésée, qui est face à son fils, droit, comme un i, face à son fils, mort, échoué sur un catafalque, Hippolyte. Donc, cette lutte filiale révélera le désir d'Hippolyte pour celle dont il est réciproquement amoureux, c'est-à-dire Aricie. Et Marina Hans n'est pas visible sur cette photographie parce qu'elle est exactement dans la même position que le photographe, c'est-à-dire en position de spectatrice face à ce qui se passe sur scène entre deux rangées de gradins. Hippolyte est donc au centre des préoccupations dans ce spectacle. Le metteur en scène, qui est Patrice Chéreau, s'avoue d'ailleurs fasciné par ce protagoniste. C'est la raison pour laquelle il entend donner à voir et à clairement rendre audible le désir d'Hippolyte, l'amant d'Aricie. Et ces amants maudits vont devenir le cœur de cette mise en scène. Ce décentrement s'avère fondateur, car l'attention n'est désormais plus uniquement focalisée sur Phèdre. C'est précisément cet ancrage sur le personnage d'Hippolyte et ses rapports violents avec Aricie et Thésée qui octroie une modernité à cette lecture singulière de la tragédie racinienne. Capitale dans cette mise en scène, l'épée qui pourfend les cœurs et les corps aura à terme raison du jeune prince qu'est Hippolyte et entraînera sa mort. Objet omnipotent, l'épée apparaît palimpseste de Tristan und Isolde. C'est pourquoi il m'a paru opportun de passer par la mise en scène chéraldienne de l'opéra de Richard Wagner, proposée à la Scala de Milan en 2007 sous la direction musicale de Daniel Barenboim. Si Yves Bonnen a par la suite décidé de mettre en scène une œuvre de Paul Claudel, c'était pour mieux révéler Marina Hans et Eric Ruff, comédiens qu'il a préalablement admirés dans les rôles d'Aricie et d'Hippolyte, dirigés par Patrice Chéreau. Après La princesse Malène de Maurice Maeterlinck, Yves Bonnen décide donc, sur les conseils et les encouragements de François Claudel, petit-fils du dramaturge, d'aborder Partage de midi. Yves Bonnen opte pour cette pièce en souvenir de Marina Hans et Eric Ruff dans la mise en scène chéraldienne et surtout en souvenir de la puissance de leur duo scénique. Il ne voit donc que pour interpréter les deux rôles principaux du drame claudélien, Isée et Mésa. Dans ce contexte, j'ai tenu à insister sur le duo d'amour, l'acte 2, scène 2, car il démontre la complicité singulièrement charnelle qui unit les deux comédiens. Leur expérience commune aux côtés de Patrice Chéreau, ainsi que leur rencontre sur le tournage du téléfilm Un pique-nique chez Osiris de Nina Campanese, auront été de précieux atouts dans leur jeu d'acteur face à cette mise en danger que représentait cette scène d'amour, invitant à l'érotisme et qui, sous l'impulsion des deux comédiens, devient une danse contemporaine, ou plus précisément une expression corporelle, improvisée au cours des répétitions sous le regard médusé du metteur en scène. Le film, réalisé par Claude Moyeras avec la distribution du spectacle claudélien par Yves Bonnen, se révèle quant à lui une inadaptation cinématographique, d'après Julia Credeau-Gasquet, qui participe à un phénomène d'ascèse de l'intime, pour citer à nouveau Valérie Nativelle. En effet, pour une question de durée télévisuelle, Claude Mourieras a dû opérer des coupes textuelles et privilégier un parti pris spécifique au duo d'amour, envisagé sous le prisme de la nudité, capté par le truchement de l'œil haptique de la caméra. Le premier chapitre du second volet livresque s'est attaché à considérer la lecture à voix haute comme une ascèse de l'intime précisément. Les lectures de Marina Hans et d'Éric Ruff des trois scènes centrales de Partage de midi aux Rencontres de Brande en 2007, ainsi que de larges extraits de lettres choisis dans le recueil édité en 2017 par Gérald Antoine intitulé Lettres à Isée, dans le cadre de la Web TV, instaurée au printemps 2020 par la Comédie Française intitulée La Comédie continue. Toutes ces lectures m'ont permis de comparer ces deux œuvres constitutives d'une littérature de l'intime, comme le dit Valérie Nativelle. Et cette littérature de l'intime,
atteint son apogée avec le Cantique de Mésa, intrinsèquement lié au cantique spirituel de Jean Racine. En effet, d'après Jean Roux, qui a d'ailleurs présenté en 2021 son livre Racine en 12 questions en ligne, tout comme moi, avec le Centre international Jean Racine, il postule dans le cadre de cet ouvrage que l'opposition entre désir et conscience, se logeant au cœur des tragédies raciniennes, définit l'homme qu'est Jean Racine. Il existe ainsi un écart manifeste entre la vie pieuse, animée par l'amour divin, et la vie mondaine, caractérisée par les passions, chez ce dramaturge. Les désirs sensuels défient donc le surmoi propre à l'auteur. Il en va exactement de même pour Paul Claudel, divisé entre ses désirs, sa conscience diplomatique et sa foi catholique. Qu'il s'agisse de l'éducation à l'abbaye de Port-Royal pour Jean Racine ou des lettres à Isée de Rosalie Vette chez Paul Claudel face à Partage du Midi, l'autobiographie apparaît en contrepoint. Autrement dit, tout contre l'œuvre dramatique, car le jeu du poète ne sait qui écouter entre son cœur et sa raison. Dans un deuxième chapitre, j'ai abordé en miroir l'addiction de Jacques d'Acmine, prêtant ses traits à Hippolyte dans les années 40, Denise Noël jouant le rôle d'Aricille dans les années 40, et d'Edwige Feuillère en 1948, endossant le rôle d'Isée. Tous vont être dirigés par Jean-Louis Barrault, tantôt en tant que metteur en scène de Phèdre en 1942, précisément à la Comédie Française, tantôt en tant qu'interprète de Mésa dans sa propre mise en scène en 1948 au théâtre Marigny. Ces dictions des années 40, je les ai comparées donc en miroir avec celles d'Éric Ruff et de Marina Hans dans les versions scéniques de Patrice Chéreau et d'Yves Bonnen. Et j'ai bâti ce temps de réflexion avec un collègue musicien. Quant au troisième et ultime chapitre de la seconde partie, il demeure le cœur de ce second volet réflexif. Après un bref historique des relations poésie-musique, j'y ai défini in fine comment et pourquoi le phrasé ou rythme phonatoire des deux acteurs précités pouvait être perçu comme une fugue, forme musicale aux effets singuliers en littérature. D'une part, j'ai constaté que les sons, l'atmosphère sonore, requise par l'un et l'autre metteur en scène pour leur spectacle, s'avérait hautement significative. D'autre part, j'ai remarqué que la fugue, en d'autres termes la superposition et l'entremêlement des voix des deux comédiens, intervenaient lors de répliques capitales, s'apparentant à des nœuds dramatiques et demeurant une pierre angulaire pour l'avancée de l'action. J'ose sincèrement espérer que cette conférence vous aura permis d'accéder davantage au fil de ma pensée et à mon raisonnement scientifique. Un tout grand merci en tout cas pour votre écoute et pour votre attention. Je me tiens dès à présent à votre disposition et demeure ouverte à toutes vos questions, vos remarques, ainsi qu'à tous vos commentaires après un échange avec Tristan Allonge. Et pour ce faire, j'arrête le partage. Merci beaucoup, Marine, c'était très clair. Alors, j'en viens à quelques questions. Évidemment, il y a des questions parmi le public, n'hésitez pas hein, à lever le doigt ou à prendre la parole directement. Donc, on l'a dit, c'est un livre qui naît d'une frustration, hein, celle de ne pas avoir vu la Phèdre de Chéreau. Qu'est-ce qui vous a fasciné? Alors, ça émerge un petit peu dans l'ouvrage, mais peut-être que vous pouvez nous le redire. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette mise en scène? Et quelle part de mérite revient à Chéreau, dont vous dites hein, très clairement dans la conclusion que vous êtes une fan et que voilà. Et d'ailleurs, votre ouvrage contribue aux célébrations de l'anniversaire de la mort du metteur en scène. Mais donc, quelle part revient à Chéreau et quelle part revient à Racine, puisqu'on est au centre Jean Racine? Eh bien, je dirais que c'est l'alliance des deux. C'est l'alliance des deux parce qu'en fait, déjà, euh, vous l'avez dit en introduction, Tristan, je viens des études littéraires, donc en fait, Phèdre de Racine m'accompagne depuis mon année de terminale. Et même si je ne comprenais pas la moitié des enjeux à l'âge de 17 ans, j'avais déjà été extrêmement bouleversée par ce texte. Et quand en troisième année à l'université, nous suivons un cours de théâtre français et que nous analysons en profondeur Phèdre de Racine avec ce professeur, eh bien, je ne peux pas mieux dire que ça a été une révélation et que je me suis dit, il doit sûrement exister des mises en scène de ce texte sublime, de cette manière de dire l'amour qui n'appartient qu'à Racine. Et la première qui m'est venue sous la main, si j'ose dire, c'est celle de Patrice Chéreau. Et donc, la manière
qu'a eu ce metteur en scène de traiter l'alexandrin comme une langue à part, une langue presque slamée, presque rappée, dans sa violence corporelle très forte. Ça m'a fasciné. Comment il a introduit le silence au sein de l'alexandrin. Ça aussi, c'est quelque chose de très fort, qui est remarquable dans la façon dont Marina Hans a de dire les vers d'ailleurs. Euh, Plus peut-être qu'Éric Ruff, parce que justement, Éric Ruff étant déjà à la Comédie Française, il avait déjà ce rapport au vers, à la musicalité du vers. Il était peut-être déjà encombré par ces questions-là. Et en fait, au cours des répétitions, Patrice Chéreau lui disait régulièrement, Éric, attention, tu te vautres un petit peu trop sur la sixième syllabe. Donc, cette appropriation, cette lecture, cette façon de confronter les corps, de confronter ces corps à la langue racinienne qui est tellement belle, tellement pure, tellement puissante et en même temps tellement violente, ça m'a fascinée, ça m'a bouleversée. Donc c'est l'alliance des deux, je pense. D'accord, ça part quand même d'une rencontre avec le texte et puis ça, d'accord, d'accord. Écoutez, merci Absolument. beaucoup. Alors, on continue dans cette exploration des coulisses de votre travail aussi, hein, d'une certaine façon. Oui, Dans ce passage de l'intime à l'extime, vous attribuez un rôle central dans la première partie de l'ouvrage aux répétitions, hein. Répétitions de Patrice Chéreau que vous reconstruisez avec beaucoup de précision en reprenant les notes du metteur en scène et de ses assistants. Et vous indiquez à un moment donné que Chéreau a non seulement relu Euripide et Sénèque, mais qu'il a imposé aux acteurs de les relire, hein. Ça, c'est très oui, intéressant, que je ne savais pas. Est-ce oui, que cette attention aux sources, à votre avis, peut avoir attiré Chéreau vers ce qui fait effectivement la spécificité de Racine? Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle d'Hippolyte, de cet Hippolyte amoureux. Alors évidemment, il n'y a pas que Racine. Je ne sais pas si Chéreau avait lu aussi les autres pièces du XVIIe sur Phèdre et Hippolyte, parce que en fait, Racine est l'héritier de toute une d'un Hippolyte amoureux, hein, il l'a pas inventé. Mais en tous les cas, il le reprend et vous le dites très bien à un moment donné, à la page 110, que il a tellement centré sa pièce sur Hippolyte que la mort de Phèdre apparaît secondaire, hein, et Dominique oui, Blanc, vous dites, l'a joué de manière sobre. Et je me permets de citer, vous citez Chéreau, oui, qui dit à Dominique Blanc, tu ne mourras pas au milieu, tu mourras sur le côté, on à fait. finira par t'oublier, hein. Oui, Alors, oui, je trouve passionnant tout ça. Il ne faut pas oublier que le titre original de Racine était Phèdre et Hippolyte, hein. à Et ça, Georges Forestier l'a mis en avant en reprenant la première version du texte. Donc, de là, deux questions. Alors déjà, première question, est-ce que vous avez réussi à reconstruire l'édition qu'utilise Chéreau, hein, parce que Chéreau met en scène après 99, qui est l'année de l'édition de Forestier, qui, pour cette pièce, a le titre justement de Phèdre et Hippolyte. oui, Vous citez à un moment donné le texte de Racine, mais d'une édition folio de Forestier et Delmas de 95 et qui n'est pas encore l'édition définitive de la Pléiade. Donc voilà, quelle a été l'édition que Chéreau a utilisée? Et deuxièmement, est-ce que cette idée d'insister, d'éclipser un peu la mort de Phèdre, ce qui peut paraître paradoxal, hein, lorsqu'on décide de mettre en scène Phèdre, absolument. Racine, est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, lui vient justement de ce travail de tamis, si vous voulez, entre les sources et Racine, ou ça lui vient au contraire de la relecture d'Euripide? Parce que c'est vrai que Euripide aussi, déjà, se libérait de Phèdre très vite, beaucoup plus vite que Racine. Et donc, il y a dans la pièce, dans la représentation de Chéreau quelque chose d'Euripide, avec une deuxième partie qui est consacrée en fait à la mort d'Hippolyte, hein. Absolument. Absolument. Alors, pour répondre à votre première question, je crois savoir, euh, par Dominique Blanc, qu'il a expliqué justement pendant la comédie continue, donc pendant la web télé durant la pandémie, que Patrice Chéreau a tenu à revenir à l'édition originale de 99 qui se trouvait à la BNF pour retrouver la ponctuation d'origine, et donc Phèdre et Hippolyte, précisément. Et alors, la deuxième question, François Regnault
qui était à la Générale, a dit à Patrice Chéreau en découvrant la mort d'Hippolyte, il lui a dit, c'est comme si euh, tu avais conjugué Racine et Euripide. C'est comme si tu avais réinventé ton Racine sous-tendu par Euripide. Je n'ai plus la citation exacte. Comme si tu en avais, comme si Racine en avait réinventé un par Euripide, et ça, c'est ta lecture. Donc, il y a cette idée-là, en fait, effectivement, oui, oui. Euh, je pense qu'effectivement, Patrice Chéreau, son souci principal avec cette pièce, c'était de retrouver les racines antiques dans et sous la tragédie racinienne. Donc toutes les couches antiques l'intéressaient beaucoup. Et c'est effectivement pour cela qu'il s'est rendu compte très vite que c'est Hippolyte, en fait, le héros tragique au départ, plus que Phèdre. Et que c'est l'infanticide, comment un père en arrive à tuer son fils, qui est au cœur, au départ, des versions antiques. Absolument. Ouais, absolument. Je continue dans cette exploration De la genèse du travail, oui. Voilà. Alors la partie, je trouve, je disais tout à l'heure, la plus passionnante de votre ouvrage sont, à mon sens, les témoignages d'Éric Ruff, hein, qui, par exemple, à la page 125, vous le citez, nous explique ce que voulait dire travailler avec Chéron. Hein, je me permets de le citer parce que pour restituer un petit peu aussi quelque chose de votre texte. On a trouvé nous dit Eric Ruff, on a trouvé des émotions avec la présence de Chéreau. Être à côté de ce puits éruptif faisait qu'on arrivait à trouver des émotions. Euh, Sa présence était tellement animale et électrique qu'il nous envoyait des ondes et qu'on avait besoin qu'il revienne pour le retrouver, pour la retrouver. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces entretiens, sur le rôle qu'ils ont eu dans votre travail? Est-ce que vous y avez trouvé, qui interviennent, je crois, à des années de distance, hein. Vous le rencontrez en 2017 la première fois, en 2019 la deuxième. Tout Est-ce à que fait. c'est des entretiens qui permettent juste de répondre à des questions que vous aviez formulées au préalable? Ou est-ce que ça relance des questions, ça ouvre des pistes? Et question annexe, pourquoi uniquement Eric Ruff et pas Marina Hans? Parce que Marina Hans, vous la citez, mais vous la citez indirectement dans d'autres entretiens, interviews qu'elle avait donnés, etc. Mais il n'y a pas de contact direct avec elle. Est-ce que c'est juste une question d'opportunité ou est-ce qu'il y avait un parti pris à ça? Alors, les entretiens avec Eric Ruff, ils ont été cardinaux. Euh, Particulièrement le premier, parce que le deuxième, finalement, enfin le second, puisqu'on n'a pas eu de troisième, le second, en fait, a été nourri du premier, très clairement. Et le rencontrer une première fois, ça m'a donné envie d'explorer encore davantage les choses parce qu'il m'avait dit oui aussi. Quand je lui avais posé la question en lui disant au revoir à la fin de notre premier entretien, je lui avais dit si j'ai encore des questions à vous poser, pourrais-je le faire? Il m'a dit bien sûr oui avec le plus grand plaisir. Donc c'est en cela aussi que je me suis permise de revenir l'interroger. Ils ont été cardinaux parce que, en fait, mon but absolu, ça a été de donner la parole aux acteurs. Ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, très fort, parce que je trouve qu'elle est encore actuellement galvaudée, minorée, alors qu'elle est centrale, elle est fondamentale, la parole de l'acteur sur son métier, sur ce métier tellement étrange, mais tellement fascinant et tellement bouleversant. Euh, donc oui, ces entretiens ont été fondateurs. Alors pourquoi Eric Ruff plutôt que Marina Hans? C'est une question d'opportunité, effectivement. Parce que j'ai rencontré Marina Hans deux fois, de manière informelle. Euh, euh, la première fois, elle était tout à fait ouverte à une interview, mais ça a été une occasion manquée, parce que les planètes n'étaient pas réunies. On était potentiellement sur une interview pendant un tournage dont elle faisait une partie en Belgique, mais ça n'a pas pu se faire. Et la seconde fois, elle m'a dit clairement qu'elle ne souhaitait pas faire d'interview. Donc, c'est pour ça que c'est resté à l'état informel, je vais dire, parce que c'était tout à fait clair que je souhaitais ardemment pouvoir interviewer Marina Hans, comme je l'ai fait avec Eric Ruff, et comme j'ai eu le bonheur aussi de le faire avec Dominique Blanc, mais de manière plus informelle aussi, mais on a eu un échange passionnant, Dominique Blanc et moi, lors d'un repas, lors du premier colloque consacré à Nina Campanet, justement, à la Sorbonne en 2021. On était face à face
l'une de l'autre. Là, les planètes étaient bien alignées à cette occasion et c'était un moment suspendu. Oui, c'est vraiment une question d'opportunité parce que c'est très clair que si j'avais pu faire la même chose avec Marina Hans, je n'aurais pas hésité. Très bien. Je poursuis sur cette idée toujours sur les entretiens hein, et sur ces témoignages, et en particulier d'Eric Ruff. Il y en a de très précieux sur le corps, sur la présence physique. Je pense à la page 134-135 lorsque Eric Ruff décrit le type de corps que lui-même a et que Marina Hans a et qui ont probablement joué un rôle dans le choix de Chéreau. Et surtout la page 173, hein, je permets de reprendre et de citer parce que là, on a quelque chose qui nous décrit vraiment le travail de l'acteur de façon très détaillée. Il nous dit, de l'intérieur, on chauffait avec Marina parce que c'était lourd à porter, cette langue-là à proférer et les danses, un nombre de répliques à sortir qui sont volumineuses, qui sont sur des séquences extrêmement longues, avec des positions au sol compliquées, avec les cheveux de Marina dans la bouche, et on se crachait dessus, et on sortait mouillé de la transpiration de l'autre. C'est presque sexuel, je ne sais pas comment dire cela autrement. Et puis juste après, vous citez toujours Eric Ruff qui nous explique qu'en fait, et ça vient corroborer votre thèse d'un palinceste et du fait que voilà, qu'il y a un lien entre les deux mises en scène auxquelles vous avez consacré l'ouvrage. Il est utile, nous dit Eric Ruff, d'avoir déjà senti nos peaux avec un partenaire. Vous parliez de peau hein, tout à l'heure parce qu'on n'a pas de mauvaise pudeur de la première fois. On a déjà joué, on a déjà tourné ensemble, on s'est déjà embrassé, on a déjà fait des amants, on s'est déjà entendu, on s'est déjà adoré, on s'est déjà oublié, donc tout compte fait, c'est quand même plus simple. Est-ce que cette description qui est absolument passionnante hein, d'Eric Ruff, est-ce que vous le retrouvez, parce qu'évidemment vous avez mis en avant toute la continuité qu'il y a entre les deux spectacles, entre ces deux couples d'abord chez Racine et puis chez Claudel, mais avec les mêmes acteurs, la même rencontre d'une certaine façon. Mais est-ce que la deuxième rencontre des deux vous paraît plus simple, ou en tous les cas plus avancée que la première? Entre Partage de midi et Phèdre, Oui, est-ce qu'on voit dans Partage de midi que les deux acteurs se connaissent déjà d'une certaine façon, plus que ce n'était le cas lors de la première rencontre? oui, ah oui. Oui, oui, oui. Ben, ce duo d'amour en transpire. Pardon, j'ose l'expression, mais oui. Euh, alors de nouveau, vous parliez de l'objet de départ, de ma frustration de ne pas avoir vu la captation live, de ne pas avoir vu le live, mais plutôt la captation de Phèdre. Ô combien c'était la même chose au partage de midi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert la captation de la mise en scène à la Bibliothèque Musée de la Comédie Française, quand j'ai découvert ce duo d'amour, je me suis dit, mais je suis restée sans mots, sans voix, littéralement, quoi, bouche bée, en me disant, mais en fait, c'est au-delà du théâtre. Il y a quelque chose là qui se joue de plus que le théâtre. Et, euh, et en fait, les propos d'Éric Ruff que vous venez de citer le démontrent très bien. Il y a une forme d'abandon, de fusion corporelle que je n'avais jamais vue jusqu'alors. Pardon. Je, je, je ne sais pas trop comment vous exprimer mieux les choses que cela, mais En tout cas, il y a une gradation. On va dire oui, qu'on voit vraiment. D'accord, d'accord. Ah, oui, oui. je termine par une dernière question. Est-ce que donc le point fort de votre démonstration consiste à considérer effectivement que Partage de midi d'Yves Bonnen est d'une certaine façon une relecture de fait de Chéreau, ou en tous les cas un accomplissement, et que Bonnen est donc un héritier de Chéreau. Cette intuition-là, est-ce que lors des échanges avec Eric Ruff, j'ai pas l'impression que ça ressorte. Est-ce que vous lui avez soumis cette hypothèse? Est-ce que lui-même, en parlant de Bonnen, du travail avec Bonnen, faisait référence à Chéreau, à son expérience précédente? Est-ce qu'il voyait des liens lui-même ou c'est vraiment une hypothèse que vous avez, vous, soulevée et qu'il n'a jamais forcément confirmée ou ni infirmée? En fait, je me souviens très bien.
de lui avoir posé cette question de but en blanc dès notre premier entretien. Quels sont les points de convergence que vous trouvez entre les mises en scène de Patrick Chéreau et d'Yves Bonnen? Il m'a dit les acteurs, du tac au tac. Et puis il m'a laissé finir ma question, parce que évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'il me réponde de manière aussi spontanée, parce que je lui ai dit, évidemment, nous sommes entièrement d'accord. Et donc, j'ai terminé ma question, et puis il m'a dit, mais en fait, je plaisante en disant les acteurs, mais c'est pas forcément une plaisanterie. Parce que il m'a dit, je pense sincèrement que Patrice et Yves recherchent la même chose, c'est-à-dire respecter le son et le sens, précisément, dont je parlais tout à l'heure. Et que nous avons, pardon, nous avoir choisi, Marina et moi, c'est peut-être parce on est potentiellement des acteurs, et nous ne sommes pas les seuls, à avoir cette capacité de piston entre concret et poésie. Euh, et puis alors, il m'a dit aussi, Yves Bonnen est un très bon metteur en scène pour Claudel, mais nous, on était tellement heureux de jouer ça qu'on a pratiquement tout improvisé. Et donc, notamment le duo d'amour avec Marina, Hans. Et donc, finalement, bah, Yves Bonnen a presque été extérieur à ce qui se passait en répétition, parce que eux-mêmes étaient chargés absolument de leur double expérience commune avant le partage, justement. Et alors, quelqu'un qui m'a confirmé mon hypothèse, euh, frontalement, là, en face à face, ça a été François Claudel. Tout de suite, il m'a dit, Yves Bonnen Ouais. se revendique Vous et le lui dit, citez, ouais, vous le citez effectivement dans le livre. Oui, oui, absolument. Bah, écoutez, merci beaucoup, Marine. Je ne sais pas s'il y a des questions par ailleurs. N'hésitez pas. Si pas de questions, bah, on peut terminer là. Merci beaucoup, Marine, pour cet échange très riche et cette présentation qui, j'espère, donne envie de lire le livre. Et bon courage pour la suite. merci beaucoup. Et mille merci de m'avoir offert cette vitrine promotionnelle. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.